Salut à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette découverte ce soir. Vous avez de la chance, on vous emmène au Brésil. Et bien vous allez voir que le Brésil, ce n'est pas que la samba et les belles plages. Non, c'est aussi une magnifique terre équestre. Et pour en parler, mon invité, Philippe Tirel. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Philippe, vous avez un vrai métier dans la vie, mais vous êtes aussi un cavalier depuis très longtemps. Et vous êtes avec nous car vous êtes un randonneur qui partait chaque année aux quatre coins du monde pour découvrir en fait des nouveaux territoires, mais à cheval. Tout à fait. Et vous faites ça depuis toujours? Pas mal d'années maintenant, oui, parce que j'ai dû commencer à monter à cheval il y a une trentaine d'années. Ma femme m'a initié. Il a bien fallu que je la suive et de ses premiers pas à cheval sont arrivés les voyages, à pied au départ, et puis petit à petit à cheval. C'est fantastique. Donc vous voyagez tous les deux à cheval, de par le monde. De par le monde. Et donc vous connaissez bien le Brésil? Alors connaître bien le Brésil, c'est un grand mot, hein, c'est 14 fois la France, le Brésil, donc je pense que c'est impossible de bien connaître le Brésil de la façon dont on voyage, mais... C'est marrant, on ne pense pas tout de suite cheval quand on pense Brésil. On pense plutôt à l'Argentine, à l'Uruguay, tout ça, mais le Brésil, je ne l'imagine pas comme terre équestre. Alors racontez-nous. Ben, c'est tout à fait vrai. En première intention, on pense Équateur, on pense Chili, on pense Argentine, on pense Patagonie. Et puis un peu par hasard, on a vu que sur le Brésil, on pouvait aussi découvrir des régions, et particulièrement à cheval. Alors, quelle région? Alors la région, on a fait deux régions, hein, puisque notre temps est quand même limité. Sur 15 jours, on s'était donné 2 fois une semaine. La première semaine au sud du Brésil, hein, une région qui s'appelle le Rio Grande do Sul. J'avoue ne pas connaître au départ, maintenant je parais très féru, mais ça a été une vraie découverte. C'est à la frontière de l'Argentine. Et c'est vous qui avez filmé les images qu'on voit là, actuellement défiler sur l'écran pendant que vous nous parlez. Voilà, j'essaye aussi de mêler l'utile à l'agréable, et la vidéo c'est pour moi un support important de rencontre et de découverte du pays. Et la deuxième semaine, on est parti à environ 2500-3000 km, pas loin, hein, c'est tellement grand, vers le nord et dans l'état de Bahia. D'accord, nord-est. Dans le nord-est, et nous étions environ à 500-600 km de Bahia, de Salvador de Bahia, pour se retrouver du côté de Porto Seguro, côté Atlantique. D'accord, et alors côté Atlantique, vous allez nous détailler un peu ces balades, mais juste avant, il y a combien de millions de chevaux au Brésil, Philippe? Alors c'est une question tout à fait intéressante, parce qu'on est il est compté jusqu'à 5 millions aujourd'hui de chevaux au Brésil. C'est énorme, 5 millions de chevaux au Brésil. C'est plus que tous les pays d'Amérique du Sud réunis. Donc c'est une vraie culture, le cheval brésilien, ça fait partie de leur quotidien, je veux dire. C'est vraiment, ça a été une vraie surprise de savoir qu'il y avait plus de 5 millions de chevaux. Ouais, c'est incroyable. Alors allons dans le sud, puisque ça a été votre première étape. Vous arrivez dans le sud. Ah, il faut déjà y arriver, hein, oui. c'est long, hein, parce que vous arrivez par Sao Paulo. Il y a un contraste extraordinaire, vous arrivez dans une ville, une méga-ville, ultra moderne, vous prenez encore un petit avion qui vous amène à Porto Alegre. De Porto Alegre, vous prenez une voiture qui va vous amener après 5 heures un peu de petite route jusque sur les plateaux du Rio Grande do Sul, puisqu'on va se retrouver un peu au nord, on va se retrouver à la frontière de l'état de Santa Catarina. Voilà, Et là, des chevaux vous attendent. Quel genre de chevaux? Alors ce sont des chevaux des gauchos, ce sont les fameux criollos, hein, qui sont le cheval, je veux dire, emblématique du gaucho brésilien. Et ces chevaux ne sont pas spécialement faits pour nous, ils nous sont destinés pour la balade qui va durer, je crois, 5-6 jours. C'est que c'est vraiment des chevaux de gaucho, c'est des chevaux de ferme, voilà, qui ne sont pas faits pour la randonnée ou pour la balade. Ils sont faits pour le travail. Chevaux de travail. Ce sont des chevaux de travail, absolument. Il n'y a pas de club, hein. Le cheval pour eux, c'est leur travail. Et vous vous dites? Eh bien, on a tous un peu peur de savoir comment ça va se passer d'abord, hein, parce que c'est des chevaux qu'on ne connaît pas bien. Et en fin de compte, tout se passe très très bien. Quel genre de selle? Alors, ce sont des selles qu'utilisent les gauchos, hein, qui surélèvent un petit peu le cheval avec des peaux de mouton. Des tapis en peau de mouton. Oui, c'est tout à fait confortable. Hein. Assez confortable. Les rênes, moi je me souviens de rênes très lourdes
Des rennes qui étaient en cuir très travaillé, un peu épaisse, un peu lourde. Bah, souvent, tout est fait avec un peu les cuirs locaux, hein, donc on est vraiment en pleine immersion de leurs chevaux, de leur matériel, de leur peau de mouton. Qu'est-ce que vous avez vu? Faites-nous un peu rêver en images comme ça. Alors, ce qu'on a vu d'abord, c'est des gens. Hein, c'est des gens qui vivent là historiquement, puisqu'ils sont arrivés, leurs ancêtres sont arrivés au XIXe siècle. Ce sont des Européens qui se sont installés de façon incroyable sur une terre très hostile, hein, parce que la terre est pauvre. Ils ont fui l'Europe, ils sont arrivés là, et aujourd'hui, ce sont leurs arrière-petits-enfants qui sont toujours là. Donc rien n'a changé. Peut-être l'électricité est arrivée entre-temps, mais je crois que sinon, rien n'a changé. Donc vous partagez leur quotidien. On partage leur quotidien. Ils nous reçoivent un petit peu comme des amis, même si on est des clients, il faut bien l'avouer. Vous mangez avec eux? On ne mange pas vraiment avec eux, mais on mange dans leur salle à manger, parce que nous sommes un petit peu leurs invités. On mange, ils nous font leur cuisine locale. C'est génial. Rien ne change pour eux. Non, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus dans cette randonnée au sud du Brésil? Le souvenir le plus marquant, c'est l'immensité peut-être des paysages et ces gens isolés au milieu de cette immensité. Puis vous avez bossé un peu, vous avez trié les vaches avec eux. Alors, on a trié un peu de vaches, ça c'est les rencontres improbables, hein, puisque c'est fantastique. Au fil de la journée, il ne peut rien se passer, puis au détour d'un chemin, on va retrouver sur une famille, on est tombé sur une famille avec le père, la fille, la mère, qui rentrait le troupeau et à qui on a donné un petit coup de main pour accélérer le mouvement. Et on a même découvert leur habitat très pauvre, hein, parce qu'ils vivent de rien, dans des conditions climatiques difficiles, hein, parce qu'on est en altitude, et ça c'est absolument génial. Allez, pour vous faire plaisir, on va regarder un extrait d'un documentaire qu'on avait consacré au gaucho du Brésil. Regardez. Les vastes prairies s'étaient également emplies de millions de têtes de bétail. Et la principale activité que constitue l'élevage ne mit pas longtemps à voir émerger quelques industries dérivées, telles que le travail du cuir, avec lequel on confectionnait les selles et les harnachements les plus réputés de tout le Brésil. On va faire un général, vous savez, hein? La seconde industrie, qui ne tarda pas à devenir la plus rentable, fut celle de la salaison de viande qui avait déjà fait la fortune de bon nombre d'Argentins. Aucune région au monde n'a disposé d'autant de qualité pour assurer l'élevage du bétail. La prairie, sur des milliers de kilomètres carrés, un climat humide qui fournit l'eau en abondance, les chevaux les mieux adaptés à évoluer dans cette herbe haute et leurs cavaliers en compétition permanente pour être toujours les meilleurs qui soient. Nico Fagundes est vétérinaire et historien. Il fut président de l'association des éleveurs de chevaux criollos et possède à la fois la science du cheval et celle de l'histoire du Rio Grande du Sud, qui sont d'ailleurs intimement liées. Les cavaliers chargés de garder le bétail ont décliné leur métier en sport véritable et les meilleurs d'entre eux s'opposent chaque dimanche dans les compétitions organisées aux quatre coins de l'État. L'objectif est de rivaliser d'habileté et de rapidité. Les qualités du cheval criollo sont largement employées et l'évolution même de la race tend à améliorer les performances dont ils sont déjà capables.
A história da colonização do Rio Grande do Sul é a própria história do gado, aqui no nosso estado. Nós, no primeiro momento, tínhamos o gado apenas para tirar o couro, mais adiante, com a técnica de salgar a carne, surgem as charqueadas, e bem mais adiante, né, os frigoríficos permitem que se aproveite a carne in natura. Nesse momento aqui, a gente está vendo um gado gordo, um gado bom, onde os campeiros revisam, vendo se tem alguma doença, alguma coisa, algum animal para curar, que às vezes se machuca na própria cerca, ou a aspa de um animal no outro provoca um ferimento que termina se transformando numa infecção que deve ser curada. Então, os campeiros precisam usar laço, precisam laçar o gado, precisam derrubar para poder fazer essa revisão, muitas vezes, quando se nota que algum animal está com algum defeito. É uma história, como eu disse antes, muito antiga, na qual, na colonização da colônia do Sacramento, esse gado era de ninguém, um gado realengo, ou seja, morava nos campos reais. Depois surgem as marcas, os sinais, os proprietários vão marcando seus gados, vão cercando suas propriedades e com isso vão aproveitando, né, para conduzirem melhor as suas reses e fazerem um aproveitamento melhorado. Isso começa lá por 1650 até os dias de hoje. Então tem uma história muito grande, onde os índios também foram usados, aprenderam a montar cavalo, aprenderam a trabalhar com gado, né, através dos jesuítas, já que o primeiro gado que aqui chegou lá da Argentina. Os jesuítas atravessam o Rio Uruguai, ali pelo Japeju aproximadamente, e fundam então as missões aqui, as reduções jesuíticas, que eram verdadeiras estâncias, onde esse gado era trabalhado, enfim, e era contido e bem melhor aproveitado. Retour sur le plateau de ces découvertes. Si vous venez nous rejoindre ce soir, on est au Brésil et on randonne au Brésil avec mon invité Philippe Tirel. Merci d'être avec nous. Alors vous nous avez parlé de votre première randonnée au Brésil, qui se situait donc dans le sud du Brésil, avec les gauchos brésiliens, ces petits chevaux de garçons bâchés, les criollos. Ensuite, vous avez décidé de partir au nord, au nord-est, dans le nord-est, comme on dit, sur le territoire de Bahia. Donc là, évidemment, tout de suite, on imagine les grandes plages. Qu'est-ce que vous avez fait comme randonnée pendant une semaine là-haut? Racontez-nous. Alors c'est vrai que le contraste est saisissant, puisqu'on passe d'une région d'élevage à une région, on va dire, de plage, hein, mais avec un mixte de petites pénétrations dans la forêt, hein, puisqu'il reste un peu de forêt primaire, hein, la Mata Atlantica. Donc c'est un vrai mix entre plage et forêt, hein, pendant là aussi 4-5 jours, sur des chevaux un peu différents, puisque c'était des chevaux de polo, hein, qui étaient destinés à l'entraînement de joueurs de polo, et qui nous ont permis là aussi très bien dressés, bien évidemment, donc de faire là encore une semaine, mais totalement différente. C'est des grands galops sur la plage, hein, les étendues sont infinies pratiquement, hein, donc ça a été beaucoup de plages avec des galops, des moments d'arrêt tranquilles sur la plage, mais avec une météo compliquée, hein, puisqu'on est dans des situations tropicales et on a eu beaucoup de pluie qui a un peu perturbé on nous avait promis soleil, cocotiers, plage dorée, ça n'a pas tout à fait été ça. Il y a eu du vent, de la pluie. C'était des pluies très diluviennes, on va dire, mais bon, qui nous ont permis quand même de faire pratiquement tout le programme initialement prévu. Et alors vous dormiez où? Alors là, c'était plutôt confortable, hein. On était dans un hôtel qui était un peu notre base au départ. On a dormi après dans un petit village et on a surtout terminé sur un endroit magnifique, un petit peu au bout du monde, séparé de la plage nord de terre, où il fallait aller en barque, les chevaux traversaient à côté de la barque. Oh là là, c'était beau ça, c'est un moment très chouette à très partager chouette, ça. oui, très particulier. C'était profond au point qu'ils nageaient, les chevaux? Les chevaux nageaient, oui.
Oui, on pouvait, mais là il faisait pas très beau ce jour-là, on aurait pu nager avec eux. Oh là là. On avait la possibilité de nager avec eux, donc on restait tranquillement sur la barque avec les chevaux à côté. On va aller faire un tour dans le Pantanal. Est-ce que vous connaissez cette région au Brésil? Un petit peu, il y a déjà très longtemps, mais à pied, un peu à cheval, parce que c'est... Alors situez-nous un peu la région, racontez-nous. Alors de mémoire, hein, vous me posez une colle un peu, hein, de mémoire c'est le Mato Grosso. En fait, on est au centre du Brésil, mais complètement à l'ouest. Voilà, dans une région inondée 6 mois par an, je crois. C'est ça, c'est des régions de marais. C'est des régions de marais, je crois même que c'est... D'eau douce. D'eau douce, Mhm. avec des régions d'élevage. C'est la plus grande réserve d'eau douce du monde. Le plus grand marais d'eau douce du monde. Ouais. Et donc vous y avez été à pied, vous, ou à cheval dans cette région? Alors là aussi c'est difficile d'accès, hein. D'abord le bateau pour y accéder à l'époque, Oui. qui vous amène au milieu de nulle part, dans des fermes où ils élèvent de façon extensive le bétail. Et le cheval est automatiquement utilisé pour se déplacer. Vous ne pouvez pas le faire à pied, il y a trop d'eau. Donc le cheval reste le... Mais à l'époque, c'était pas une randonnée à cheval, mais nécessairement, il fallait utiliser le cheval. Vous savez qu'il y a un cheval là-bas qui est un cheval du coin, comme on dit. C'est le Pantaneiro. Est-ce que vous connaissez ce cheval-là? Je le connais pour l'avoir monté, mais je... Alors racontez-nous comment il est ce cheval. Vous pouvez nous le décrire, à quoi il sert? Là, on est un peu dans l'idée du criollo ou du quarter horse de travail américain. Ce sont, à ma connaissance, des chevaux uniquement destinés au travail. Donc, Et ben voilà, c'est le sujet du documentaire qui va suivre. C'est tout de suite pour vous, mon cher Philippe, et pour vous, chers téléspectateurs, dans ces découvertes. On y va!